Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview, 2 interviews ce soir. Je recevrai dans un instant, il est déjà en studio avec nous, Laurent Guillot qui est directeur général d'Emeis. Emeis, vous savez, bien sûr, c'est ex-Orpea, mais on continue toujours à le dire parce qu'on peut l'oublier. Bonsoir Laurent Guillot. Bonsoir. Merci d'être là. Et puis ensuite, c'est Xavier Durand, directeur général de Coface, qui sera avec nous avec la publication de son baromètre sur les risques pays. Vous verrez, c'est très intéressant et quelques bonnes et mauvaises surprises. Laurent Guillot, merci d'être là. Vous avez tenu aujourd'hui votre assemblée générale. On va rappeler que ça fait 3 ans que vous avez pris les rênes. À l'époque d'Orpea, vous en avez changé le nom pour que ça devienne Emeis, ça veut dire nous en grec. Et puis vous avez essayé de restaurer l'image de votre entreprise. On voit que c'est pas toujours difficile. Ce soir ou ce matin, vous avez franchi une étape importante. Peut-être justement comment restaurer l'image en devenant une entreprise à mission. Pourquoi est-ce que c'est pas un sparadrap sur un pied abîmé? Alors d'abord, on m'avait posé la question dès mon arrivée en 2022 de passer entreprise à mission. Et à ce moment-là, j'ai dit non, nous ne sommes pas prêts, l'entreprise n'est pas prête parce que justement, elle n'a pas fait l'exercice de redressement, d'introspection presque, non ? À la fois d'introspection, mais surtout plus de mise en action sur la qualité de vie, la qualité de travail de nos collaborateurs, prendre soin d'eux qui est très important, prendre soin évidemment de nos patients, de nos résidents, améliorer la qualité et l'accompagnement, et puis nous redresser les résultats de l'entreprise. Là, aujourd'hui, on a progressé sur ces 3 aspects, et donc il nous a semblé que nous étions prêts à franchir une nouvelle étape qui était de passer entreprise à mission. Et en fait, qu'est-ce que ça va changer au-delà des éléments de langage? Vous voyez ce que je veux dire? C'est oui, bien sûr. La manière de mettre en avant les valeurs, les transformations, etc. etc. Qu'est-ce que ça... En fait, fondamentalement, ça change quoi? Alors, l'entreprise, la partie et les engagements d'entreprise à mission, ce ne sont pas des engagements qui concernent l'entreprise elle-même. Parce que ça, c'est son rôle, c'est son objet social, c'est sous la supervision du conseil d'administration. Là, ce sont des engagements supplémentaires qui concernent soit l'entreprise et la société un peu plus largement, soit d'amener avec elle la société à se transformer. Par exemple, sur le changement du regard sur les fragilités. Par exemple, sur la juste reconnaissance et l'attractivité de nos métiers. Alors, ça veut dire quoi, pardonnez-moi, un juste regard sur les fragilités? Vous voyez, vous sortez ça là, de ce que la feuille que vous avez devant vous. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, ouvrir nos établissements au public et les faire participer, parce que ce qui est important aussi pour les personnes âgées, c'est de conserver un lien social. Faire revenir et rentrer et avoir des maisons de retraite ouvertes, par exemple, c'est participer à ce changement de regard, faire venir des classes, de l'intergénérationnel pour que les enfants rencontrent des personnes âgées, que les personnes âgées leur racontent l'histoire qu'elles ont eue quand elles étaient petites, ça peut être intéressant. Il y a ça, mais il y a par exemple la reconnaissance des métiers de façon plus générale. Quand nous, on progresse sur la santé-sécurité au travail en baissant significativement notre taux de fréquence d'accidents, nous souhaitons faire école, expliquer pourquoi on le fait. Quand on progresse sur prendre soin de nos équipes, on va au congrès des maisons de retraite expliquer comment on fait, pourquoi on le fait, pour faire école également. Et vous voyez, c'est tout ça, et c'est ça qu'on a donné comme mission dans la société à mission, comme engagement, qui sera surveillé par un comité de mission qui est à côté du conseil d'administration. Permettez-moi, je fais un petit pas de côté, puisque François Bayrou vient de tenir sa conférence de presse sur le conclave, l'issue du conclave, qui n'est pas concluant, donc il a dit qu'il allait poursuivre. La question de la pénibilité est en jeu, et la question des femmes aussi. Et il a dit que c'est la première fois qu'il y a une avancée sur les retraites des femmes. Est-ce que ça veut dire que vous estimez que... Est-ce que dans votre métier, vous êtes au cœur de ça? C'est souvent des femmes et c'est des métiers souvent pénibles. Comment est-ce que vous faites? C'est quoi? Vous réagissez comment? Vous dites c'est très bien, ça va nous coûter trop cher? C'est quoi votre réaction? Non, moi je trouve que c'est une très belle avancée. Je trouve qu'on devrait différencier plus l'âge de départ en retraite en fonction de la pénibilité du travail et en fonction des critères qui... sont des critères objectifs de pénibilité. Évidemment, vous l'avez dit, on a 82% de femmes dans nos métiers. Oui. C'est des métiers extrêmement difficiles. Savez-vous qu'une aide-soignante, elle porte par jour 2 tonnes, c'est-à-dire 2 fois plus qu'un ouvrier du BTP. Ouais. Donc évidemment, ça mérite une forme de reconnaissance. Et moi, j'y suis favorable. Après, ça veut dire aussi, si on va dans cette direction, qu'il faut qu'il y en ait d'autres qui partent un peu plus tard. Des personnes qui sont dans des bureaux, ou moi, ou vous, je pense qu'on pourrait partir
un peu plus tard encore. Le point d'achoppement entre, je ne sais pas si vous avez le temps de suivre, hein, entre les syndicats et le patronat, c'est que les syndicats ils disent qu'il faut qu'elle ait le droit de partir. Oui, il a le droit de partir. Le patronat, il dit non, il faut de la formation et il faut voilà, des reclassements. Vous qui êtes patron, mais en même temps vraiment confronté au jour le jour à ça, c'est quoi votre réaction? Évidemment que si on peut reclasser en fin de carrière, pourquoi pas? Mais quand on regarde les volumes, les volumes ne sont pas compatibles. Donc il faut qu'on trouve un chemin entre les deux. Il faut qu'ils puissent partir, j'ai compris. Ça veut dire aussi, encore une fois, qu'à l'inverse, d'autres personnes devront partir encore plus tard. Et donc ma position est un peu plus équilibrée. D'équilibre financier. Exactement. Est-ce que vous diriez quand même, après on rentrera un peu dans les détails pour voir un peu sur le fond, est-ce que c'est... l'éthique est retrouvée au sein des MEIS et au sein des EHPAD, tout court, j'ai envie de dire, parce qu'il y a Clariane, il y a évidemment, vous êtes un des leaders avec Clariane, mais il y a d'autres maisons de retraite d'EHPAD. Je ne me prononcerai pas sur, je ne suis pas en charge de l'ensemble des maisons de retraite, mais chez nous, le travail à la fois d'éthique, à la fois de formation, à la fois d'essayer de garder les équipes le plus possible est fait, et évidemment on est plus du tout dans la situation de 2022 et avant. Il y a un travail gigantesque qui a été fait, à la fois sur la qualité, sur la bientraitance, sur des formations, de façon générale, sous le pilotage du professeur Emmanuel Hirsch, qui fait des ateliers, qui fait de l'accompagnement. Quand il y a une situation difficile qui peut se présenter dans un endroit, il y a une intervention très rapide, très directe, pour résoudre les problèmes les plus vite possible. Ça fera le lien, je reste avec votre redressement difficile, mais enfin qui existe, qui est quand même là. C'est un long parcours, mais il est là, sous l'égide de la Caisse des dépôts. Est-ce que qu'est-ce qu'il faudrait de plus pour que l'image des EHPAD s'améliore? Elle s'est améliorée, mais s'améliore encore. Il y a encore de la marge. C'est une vraie question difficile parce que dans la très grande majorité, ce qui se passe dans les maisons de retraite se passe bien, se passe dans des conditions de bientraitance, de bienveillance à l'égard de nos résidents. C'est pas forcément le ressenti des Français, si? C'est pas le ressenti, parce que comme d'habitude, on met en avant quelques cas qui sont des cas importants et qui sont terribles et qu'on doit condamner et qu'on doit corriger très 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 vite. Et ça, c'est notre métier. En même temps, moi, je reçois des lettres de familles qui me disent être très reconnaissants. On fait une suivi de taux de satisfaction tous les ans dans nos maisons de retraite. 93% des résidents qui sont dans nos maisons sont satisfaits et expriment cette satisfaction. Il y a des choses à améliorer, mais 93% sont satisfaits. Oui, ça veut dire que c'est un ressenti, peut-être aussi une forme de culpabilité des Français. Donc c'est là où l'exercice est compliqué pour vous. Lorsqu'on regarde ce qui se passait aujourd'hui, vous avez votre assemblée générale ce matin, Laurent Guillot, le cours de bourse, vous avez clôturé moins 9%. Lundi, il y avait aussi un petit coup de tabac. Le redressement, il est là quand même pour vous, où on voit que le redressement, il passe forcément encore par un ambitieux programme de cession. Vous avez dit 1,5 milliard, mais même les exercices précédents, enfin 2023, étaient basés aussi là-dessus. Mais quand est-ce que votre core business deviendra rentable? Il y a les deux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre et l'autre sans l'un. C'est-à-dire qu'il faut à la fois redresser les résultats de l'entreprise. Notre taux d'occupation est encore un peu faible, mais il progresse. Au premier semestre, il était en France en progression de 1,6 points quand le marché était à peu près stable, mais on est encore en retard. Donc il y a le travail de redressement opérationnel de l'entreprise. C'est quoi le taux qu'il faut atteindre? Alors, il faut qu'on se dirige vers les 90-92%. C'est là qu'il faut atteindre. Aujourd'hui, on est à 85-86. Donc vous voyez, on a encore du chemin à faire, mais aujourd'hui, sur le premier trimestre, en France, on a progressé de 1,6 points. Et puis, il y a le travail sur le bilan, qu'il faut continuer à alléger et qui est important. On a fait 1 milliard de cessions entre 2022 et le fin du premier trimestre de cette année. On a des discussions en cours pour 2 milliards supplémentaires. Alors, on ne ferait peut-être pas tous les 2 milliards supplémentaires, parce que notre engagement à fin d'année, c'est 1,5 milliard. Oui, c'est ça. Donc, on a fait les 2 tiers à aujourd'hui, et puis on a lancé suffisamment de projets pour être certain de réaliser notre objectif à fin d'année. Parce qu'aujourd'hui, vous avez combien d'établissements? J'ai le chiffre, mais tant qu'à faire, autant vous le donniez. On a
Dans le monde, on a environ 1 millier d'établissements sous gestion. Oui, donc ça veut dire qu'il faut encore en supprimer quelques-uns, non? Il faut en supprimer combien? Ah, on n'a pas l'intention d'en supprimer. Oui, ce qu'on fait, c'est vendre. Ce qu'on fait, c'est qu'on vend des murs, oui, c'est ça. mais on continue à être sous gestion. Alors, les murs qu'on a sont moins nombreux. On a à peu près 350, 400 établissements où on possède et les murs et les opérations. On a 1 millier d'établissements qu'on gère, j'allais dire. On a annoncé dès 2022 qu'on passerait d'un taux de détention environ à 42% à un taux de détention entre 20 et 25%, c'est-à-dire à peu près vendre la moitié de notre portefeuille. On a déjà engagé pour 1 milliard de cessions, dont 80% c'était de l'immobilier. Et devant nous, dans les 2 milliards qu'on a annoncés, on a à peu près la moitié d'opérations et la moitié d'immobilier. Oui. Qu'est-ce qu'il... je crois qu'en 2024, vous avez fait un chiffre d'affaires de 5,4 milliards, c'est ça? Mais vous continuez à brûler du cash. Qu'est-ce qu'il faudrait? C'est uniquement le taux d'occupation? Il faut augmenter les prix parce que on voit que c'est peut-être là, ça passe aussi par là. Et en même temps, c'est ce qu'on reproche aussi aux EHPAD, c'est qu'ils sont trop chers. Donc, pour vous, la ligne de crête, elle est très, très fine. Alors, on a fait, en effet, on a fait 5,6 milliards de chiffre d'affaires l'année dernière dans le monde entier. Je dirais, il faut actionner tous les leviers. C'est clair que dans les années qui passaient, on a eu beaucoup d'inflation et que cette inflation-là, il faut la récupérer en passant des hausses de prix. On est tout à fait conscient qu'un établissement, une maison de retraite, c'est coûteux. En même temps, si on le regarde de façon objective, une chambre dans un hôtel, petit hôtel, pas de luxe de centre-ville, c'est à peu près 100 € par nuit dans un centre-ville d'une petite ville de province. C'est-à-dire par mois, ça fait 3 000 €. Chez nous, vous avez une chambre plus grande, vous êtes nourri, vous êtes accompagné et vous avez des activités. Le soin est payé par l'État. Donc vous voyez, c'est pas disproportionné par rapport à nos coûts, au contraire. Donc ça, c'est évidemment, il faut continuer à monter un petit peu les prix, mais il faut aussi qu'on travaille sur notre taux d'occupation. Et ça, si on a accéléré le redressement du taux d'occupation, c'est parce qu'on a travaillé sur notre réputation, qu'on a changé la marque, qu'on travaille un peu plus sur le marketing. Donc c'est du travail de fond qui commence à payer aujourd'hui et je suis sûr qu'il va continuer à payer dans l'année qui vient. Oui, c'est ça. C'est toujours lié un peu à ce que vous traînez un peu comme un boulet, mais qui est en train de... Bon, les maillons de la chaîne sont un petit peu moins lourds, on va dire. Oui, je pense que c'est plus un boulet aujourd'hui parce que sur nos territoires, on s'appelle Emeis et on s'appelle surtout du nom de la résidence ou du nom de la clinique. Et ça, c'est le bouche à oreille local fonctionne. La réputation auprès des médecins fonctionne et avec tout le travail qu'on a fait, on se redresse. La France, elle représente quoi? La France représente à peu près la moitié du groupe. Oui, et l'autre moitié? L'autre moitié, c'est l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique et puis d'autres pays autour, la Suisse, l'Autriche. Donc vous êtes très européen. Voilà, on a des activités en Amérique latine, on a des activités en Chine dont on est en train de céder. Dans 5 ans, Laurent Guillot, Emeis, ça sera quoi? Emeis, ça sera le spécialiste et le leader français-européen des fragilités. Ce qu'on fait, notre métier... Oui, donc c'est toujours la même... Ce que je veux dire, c'est que ça sera plus international, ça sera au contraire plutôt recentré sur la France. Oui, c'est votre vision stratégique, en fait. Ça sera recentré sur un petit nombre de pays autour de la France, qui reste évidemment une activité cœur, mais pas sur une activité, puisque, comme vous savez, nous avons des maisons de retraite, mais nous avons également des cliniques, et notamment des cliniques psychiatriques et des cliniques de soins de suite. En fait, notre spécialité, c'est l'accompagnement global, l'accompagnement holistique des fragilités dans la durée. On ne fait pas de chirurgie qui sont une opération ponctuelle sur une personne. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on s'occupe plus du malade et de son accompagnement que de la maladie. Comment expliquez-vous, je vous pose d'autant plus facilement la question que vous n'en êtes pas responsable, vous essayez au contraire plutôt de remettre... Orpea maintenant est mis sur le droit chemin, mais lorsque vous voyez, je devais recevoir là quelqu'un qu'on connaît bien, Jean-Louis Borrello, le patron d'SOS, donc qui est un groupe mutualiste, qui est aussi une entreprise à mission, je crois. On a l'impression que lui, il y arrive,
mais c'est beaucoup plus compliqué pour des acteurs privés. Est-ce que comment vous expliquez ça? Non, je ne pense pas que c'est plus compliqué. Je pense qu'on a notre travail opérationnel à faire et qu'on va y arriver à redevenir à la fois une entreprise qui fait bien son travail, parce que ça c'est déjà le cas sur le plan du soin, de l'accompagnement et du traitement de nos équipes, et puis une entreprise qui est profitable parce que c'est la vocation de l'entreprise. Merci beaucoup, Laurent Guillot, d'avoir été avec nous.